سميت بالله. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors là, vraiment, quand on dit le mot enfin, il est petit. Parce que vraiment, si on devait vous raconter les péripéties pour que la caméra s'allume et que le podcast commence, aujourd'hui, c'était plein de petites, pas des aventures, mais des petites péripéties. En tout cas, on est bien content de vous retrouver une nouvelle fois dans ce podcast Parlez-moi d'Oman. J'adore ce titre, Parlez-moi d'Oman. Il est beau. Donc voilà, cette fois-ci avec un nouvel intervenant, enfin un frère. Intervenant, c'est pas très très joli. Un frère que j'estime beaucoup et qui était quand même là dans les débuts. C'est un des frères qui a pris un service qu'on venait juste d'offrir et donc c'est un des premiers à l'avoir utilisé et surtout l'avoir finalisé. Donc on va écouter et entendre un peu son retour d'expérience avec ce service d'Oman Expat Service qu'il a pris et dont on est fier. C'est le pack Expat. Il rime, hein. Pack Expat. J'aime bien les titres que je donne au pack Expat. Et donc voilà, une fois de plus, c'est votre frère Bilal en direct de Oman. On répondra aussi à certaines petites interrogations que beaucoup de clients, beaucoup de gens nous posent sur Oman et certaines choses qu'on peut entendre et en tout cas essayer d'éclairer les gens au maximum pour qu'ils puissent s'installer ou choisir là où ils veulent s'installer dans leur projet de départ de la France ou d'autre part. En tout cas, donc Oman Expat Service, c'est donc le premier, je ne sais même pas comment on pourrait dire ça, en tout cas, nous sommes les premiers, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, premier, comment on appelle ça? C'est le début, j'ai toujours du mal avec le début. En tout cas, nous proposons des services divers pour ceux qui veulent s'installer à Oman, dont la création de société, l'installation et l'information sur ceux qui veulent ouvrir des business, qui ont des projets de business et l'accompagnement dans tout achat immobilier. Donc il faut savoir que Oman permet à ceux qui veulent investir dans l'immobilier de nombreuses options, dont une option qui est quand même spéciale à Oman, c'est d'acheter un bien immobilier qui vous donne la résidence à vie pour vous et toute votre famille. Donc l'époux achète un bien, sa femme a la résidence à vie, ses enfants ont la résidence à vie et ses parents bénéficient aussi de la résidence à vie. L'épouse l'achète, son mari bénéficiera donc de la résidence à vie ainsi que ses enfants et ainsi que ses parents, donc du côté de la femme. Donc c'est quelque chose qui est très très innovant et on donne des explications sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Instagram avec toutes ces stratégies qui vous seront bénéfiques pour pouvoir acheter et pour pouvoir investir au mieux. Il y a aussi donc un service qu'on a ouvert, ça s'appelle Confiance Invest. C'est simple, c'est un signataire omanais qu'on vous propose en fait pour pouvoir prendre un bien à des prix donc hors ITC, donc ce n'est pas des résidences, ce ne sont pas des biens immobiliers qui vous donnent la résidence à vie, mais des prix très intéressants. Ce n'est pas une chose qui est rare à Oman Expat Service, donc je le dis encore, hein, ce n'est pas quelque chose qu'il n'y a que nous qui pouvons faire. Si vous connaissez un Omanais de confiance, vous pouvez le faire vous-même. C'est quelque chose qu'on conseille et qu'on n'arrêtera pas de conseiller parce que ce sont des gens que nous considérons de confiance et on voit du bien d'eux et vous pouvez le faire, croyez-moi. J'espère tout au long de ces podcasts que vous pouvez voir, que vous aurez l'occasion de comprendre en fait à quel peuple vous avez affaire avec les Omanais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on espère que tous ceux qui ont cette envie de paix, cette envie de vivre avec des gens de bien, pourront le faire à Oman. Donc, Abou Zaid, je suis vraiment content. Enfin, on a mis du temps, mais je suis vraiment content que tu aies répondu à l'appel. Un client avec qui on a tout fait. Donc, déjà, moi, je ne suis pas trop dans l'ambiance qu'est-ce que tu fais, entrepreneuriat. Non, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de voir c'est qui Abou Zaid, comment il est arrivé à Oman, pourquoi il a choisi Oman. Et aussi, je le précise, c'est encore un des clients qui est venu à Oman, s'installer à Oman, sans être venu à Oman auparavant. Donc, toujours cette chose qui est à Oman, que je pense que vous verrez dans aucun pays autre au monde. Quelqu'un vient s'installer dans un pays qu'il ne connaît pas, il l'a juste entendu. Et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Donc, Abou Zaid, toi, père de famille, pas nombreuse, mais quand même, machallah, assez conséquente, machallah, Allah Iberek. Ouais. Ton âge 37 ans. Machallah, tu ne fais pas du tout. Machallah. Et très beau, vous ne verrez pas son visage, mais très, 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 très beau. Et donc, 37 ans. Et toi, donc, tu as quand même pas une particularité, mais en fait, toi, donc, français d'origine, hein, ça, français. Exactement. Machallah, converti.
exactement. Ah, machin, on va y passer. On est obligé de faire un petit détour sur ça. Mais surtout, une chose, c'est que toi, donc, tu es expatrié ou tu as fait la hijra. C'est la hijra ou l'expatriation? Parce que moi, je fais toujours une différence. Ah, ça dépend de où on se place, mais enfin, on peut le considérer une expatriation et une hijra. Machallah. Donc, en tout cas, tu as, au moins les deux bénéfices. Le bénéfice religieux de la récompense et le bénéfice, le deuxième, qui fait que, en général, les expatriés ont quand même une vue sur le monde et une expérience de voyage qui est. C'est pas du tourisme, donc automatiquement, beaucoup de choses à raconter. Donc, déjà, bon, ça c'est pour commencer, un petit parfum, un petit vent de ta conversion. Oui, très bien. Donc, bon, ma conversion, c'était pas un événement exceptionnel. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait, ça fait 13 ans. Masha'Allah. 13 ans, ouais. Donc j'étais étudiant à cette époque-là. Il y avait beaucoup de personnes qui se convertissaient autour de moi. Et j'étais aussi avec pas mal d'étudiants marocains à l'université. C'était où ça? À Lille. Ah, Masha'Allah. Tu viens de là-bas, à la base, dans le nord. Ouais, du Nord. Mais t'as pas d'accent, t'as un accent parisien, mais c'est très beau. Toute la beauté est en toi. Et donc j'en ai profité pour faire un voyage au Maroc. Et c'est là la première fois où j'ai entendu l'adhan et j'ai vu les gens prier. Et ça m'a vraiment mis une claque et ça m'a amené à me poser en fait pas mal de questions. Et donc quand je suis rentré, j'ai eu l'occasion de discuter avec les personnes qui s'étaient converties autour de moi et j'ai sauté le pas. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est que ce que je recherchais, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'islam, c'est le système de valeurs que propose l'islam en fait. Voilà. Surtout que, bon, je n'ai jamais connu mon père en fait, donc déjà j'avais ce manque de valeurs paternelles. Et en plus de ça, en France, on est quand même dans une société qui a tendance justement à détruire les valeurs traditionnelles, notamment les valeurs chrétiennes qui sont à la base l'origine de la France. Mais même là, avec les différentes là où se dirige la société, c'est vraiment une société où on a vraiment une perte de valeurs. Donc, ce système de valeurs que propose l'islam, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce système-là, et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer dans l'islam. Machallah. Et avant, donc toi tu es du Nord, avant ce voyage-là, donc je suppose peut-être que dans l'endroit où tu habitais, je ne sais pas si c'est plus populaire, quartier, cité ou plus village, il y avait des familles marocaines ou musulmanes, parce que les marocaines, machallah. Et attention, je me suis un peu moqué de l'accent des gens du Nord, excusez-moi, c'était une boutade. Mais dans l'endroit où tu vivais, il y avait déjà des musulmans qui te faisaient ressentir peut-être ces valeurs dont tu parles? Pas vraiment. Donc, le truc, c'est que j'ai habité on peut dire, dans un endroit populaire, même si j'étais pas directement dans un quartier chaud ou dans une banlieue. Mais justement, l'image qui était donnée par les musulmans et les arabes, c'était pas la meilleure image qui était donnée. C'est vraiment quand j'ai été à l'université et là, j'ai commencé à côtoyer. Bon, il y avait quelques Algériens, mais c'était principalement des Marocains. C'est là où j'ai vraiment vu cette noblesse du comportement. C'est vrai que malheureusement, souvent, moi j'avais une anecdote comme ça, c'est quelqu'un qui lui, connaissait quelqu'un qui s'était converti, je ne sais pas si c'était un blanc ou un noir, mais en tout cas, c'était pas un musulman, il s'est converti. Et il disait qu'il était avec des gens en classe, ils étaient les pires gens du monde, il disait. Ils étaient les pires gens du monde, c'était des Arabes, Maghrébins. Et il disait, en fait, il les voyait dans ses yeux, c'était les pires gens. Et il avait vu que pendant le Ramadan, ces pires gens, ils étaient calmes et ils changeaient. Et il s'est dit, si ces gens comme moi, je vois comme les pires, il y a quelque chose, un système, une règle qui peut les adoucir comme ça, c'est que c'est la vérité. Tellement ils sont et il s'est converti comme ça. Des fois, en fait, parfois on va se plaindre, et c'est vrai que on peut pas apprendre
un système ou la religion avec seulement ceux qui sont dedans. C'est comme si quelqu'un il voit le football et il voit qu'il y a des bagarres dans le football et il se dit mais c'est ça les footballeurs. Non, c'est pas ça. Il faut apprendre les règles et après c'est ça qui va te faire aimer parce que beaucoup de gens aiment d'abord le jeu mais c'est quand tu connais vraiment les règles que tu vas dire que tu aimes les choses ou pas. Et on est un peu victime parfois de cette vitrine des fois qu'on a dans la rue et parfois de cette expérience que les jeunes ont et que tout le monde voit, parce que des fois, comme tout le monde, on se fait les dents sur quelque chose et ça fait parfois des gros préjudices à l'image qu'on a de l'islam. Oui, tout à fait. Mais après, c'est un comportement naturel de juger sur ce que l'on voit et pas sur les règles. Tu vois, et c'est pour ça que c'est à nous de faire très attention à comment on agit en fait et ce que l'on montre justement aux personnes à l'extérieur. Donc toi, tu voyages au Maroc. À la base, quartier populaire, pas forcément de quartier, mais tu viens du Nord, tu voyages et tu te convertis. Donc, on saute des étapes, et là, on arrive au moment où tu fais ta vie, tu es marié, et donc la première fois en tant qu'homme, tu penses à t'expatrier ou à partir. Déjà, les raisons de l'expatriation, à l'époque où tu es parti, c'était à combien de temps, la première fois que tu es parti? C'était il y a 10 ans. 10 ans. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Et c'était où? C'était au Maroc, justement. Ah ouais, c'est la première. Ouais, donc en fait, c'était pas juste une raison, c'était plus un contexte. Donc, je travaillais pour une SS2I. Et donc, ça faisait 3 ans que je travaillais pour cette entreprise. Ça se passait très bien. Le projet était très intéressant. C'était dans la santé, c'était lié avec le gouvernement. Mais plus le temps passait, plus la relation avec les collègues elle était de plus en plus difficile. D'autant plus que j'avais fait un passage j'avais fait le Hajj. Et en fait, quand j'étais revenu, j'avais plus envie de faire face à ces collègues-là qui montraient une certaine hostilité. Marocains ou français? Non, c'était des collègues français, purement français. Ouais. Donc, j'ai eu une opportunité de travailler au Maroc. Donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé un job là-bas sur place. Et j'ai sauté sur l'occasion, en fait. Et tu es resté combien de temps au Maroc? 1 an. Ah, ok. Ouais, une seule année. En fait, j'ai trouvé des difficultés pour faire les papiers. Et en plus de ça, ça s'est pas super bien déroulé avec l'entreprise. Enfin, j'ai décidé de démissionner, d'arrêter. J'ai commencé à travailler à mon compte. Non, sachant que, bien sûr, c'est pas l'optique. En fait, mes questions, c'est pas jauger les pays les mieux. Non, on a tous des expériences et franchement, je pense que moi, déjà, tous les pays qui accueillent nos frères, moi, gélo-expatriés, ce sont des pays que auxquels je donne beaucoup de respect. Je suis vraiment content. Donc, je sais vraiment pas. Je sais que le Maroc, c'est un pays, une terre d'accueil de plusieurs générations. Donc, on est content. Donc, à la fin, en tout cas, tu n'as pas pu rester. Ouais, c'est clair. Je te rejoins sur ça parce que en effet, il y a des gens, quand ils entendent ça, peut-être ils vont se dire, ouais, non, du coup, le Maroc, c'est pas terrible. Non, en fait, le Maroc, en effet, ça peut être très bien. Ça dépend aussi de l'expérience de la personne, de son contexte. Ça dépend, par exemple, est-ce qu'il est marié ou pas avec une Marocaine, par exemple. Ah, okay. Donc, tout ce contexte-là, ça joue forcément sur les facilités ou pas de s'installer dans un pays. Et donc, après le Maroc, donc tu dois partir, tu pars où? Tu pars? Je pars en Algérie. Masha'Allah, t'as Jazair. Masha'Allah. Donc, je pars en Algérie. Je pensais que les papiers allaient être plus faciles là-bas. Attends, moi je me rappelle. T'es pas parti dans un pays asiatique avant? Non, c'est après. Ah d'accord. Alors je t'écoute. Alors tu pars en Algérie? Donc je pars en Algérie et au moment où je pars, en fait, je vois une offre d'emploi à distance, donc avec une entreprise en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs un contact que l'on a en commun. Ah, mashallah. Voilà, qui était mon manager à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à travailler à distance donc en Algérie en espérant avoir les papiers. Pour aller en Saoudie? Non, pour rester en Algérie, juste pour rester en Algérie. Et donc, j'ai essayé pendant 2 ans en ayant
des débuts de dossiers qui ont commencé, après ça a été annulé, etc. En Algérie, toujours. En Algérie, toujours. Et donc cette entreprise, au même moment, enfin, ils ont décidé d'ouvrir des bureaux en Malaisie. Et donc j'ai demandé au manager s'il y avait une possibilité de partir s'installer en Malaisie. Et donc il m'a accordé cette possibilité-là avec une augmentation de salaire, etc., avec une installation payée. Ce manager, c'est celui qu'on connaît? Exactement. Donc je lui envoie des petits messages. Machallah. Machallah. Et donc je suis parti en Malaisie après ça, donc pendant 3 ans et demi. Alors déjà, bon, je pense que la différence Afrique du Nord, Malaisie, ça doit être quelque chose, mais est-ce que tu avais déjà voyagé auparavant dans un pays asiatique comme ça? Non. Première fois? Première fois. C'est vrai que nous, en tant qu'Européens, parce qu'on est quand même plus Européens qu'autre chose, on voit l'Asie, parfois au Hajj, on entend beaucoup de choses sur eux. Toi, quand tu arrives, est-ce que ça correspond à ce que tu voyais des Asiatiques? Ou il y a un petit... Toujours, alors on n'est pas du tout dans l'optique aussi de... Parce que la Malaisie, c'est aussi une terre d'accueil pour beaucoup de gens. Et on espère que les gens soient bien dedans. Et c'est pas du tout une critique, c'est vraiment pour rentrer un peu dans l'histoire du frère. Alors moi, j'avais pas vraiment d'a priori en fait. En fait, pour moi, asiatique, c'était principalement chinois. Donc, j'avais pas vraiment de connaissance de l'Asie en fait. Comme beaucoup d'entre nous. Et donc c'est pour ça que je ne savais pas trop à quoi m'attendre au final, mais je voulais tenter cette expérience-là parce que je trouvais que c'était très intéressant et c'était une super opportunité. Et la famille, quand tu dis ça, en fait, tout le monde suit, il n'y a pas de réticence? Il y a un petit peu de réticence, forcément parce que c'est loin de la famille, mais j'ai réussi à les convaincre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Là, quand tu parles, tu as combien d'enfants quand tu bouges? 2. Masha'Allah, Allah yabarak. 2, ouais. Donc ouais, l'arrivée en fait, si tu veux, c'est pareil, ça va dépendre des personnes. En fait, selon le type de personne, ça va plus ou moins bien se passer. Dans le sens où l'Asie et la Malaisie, c'est vraiment un environnement totalement différent. Et si les personnes elles ne font pas preuve d'ouverture d'esprit et même de culture, ça risque d'être très compliqué. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai une très forte capacité d'adaptation. Je m'adapte très très bien là où je vais. Donc c'est pour ça que ça a été assez facile au début pour moi. Quand tu dis adaptation, c'est vraiment avec les gens, avec le pays, les mœurs, ainsi de suite. Dans tout, dans les mœurs, etc., dans les façons de manger. Donc par exemple, donc moi je suis vraiment un Français d'origine et à la base, je mange donc la baguette avec le fromage. Tout ça, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Tu n'as pas le béret, le truc non. Mais en Malaisie, donc c'est plus du tout la même nourriture. Tu vois, notamment parce que en fait, ils consomment énormément de riz, même en Malaisie. Donc c'est-à-dire matin, midi, soir. Ils consomment du riz. C'est comme les Noirs. Et même ils ont l'habitude, par exemple, d'aller au restaurant dès le petit déjeuner. C'est-à-dire la femme, la malaisienne, elle ne cuisine pas beaucoup. Ouais. Donc tout ça, c'est des habitudes sur lesquelles il faut... En fait, si on n'est pas prêt à s'adapter, ça peut être difficile. Donc, mais moi, j'ai fait cet effort d'adaptation. Et donc les 2 premières années, ça s'est plutôt bien déroulé. Et après, il y a eu le Covid qui est apparu. Et là, on a commencé à voir quelques problèmes apparaître. On a commencé à avoir des soucis, des choses qui montraient que, en fait, ça peut être facile de s'adapter dans un premier temps de façon, comment dire, éphémère, quoi. Mais après, si on veut s'insérer clairement dans la société en profondeur, je veux dire, c'est vraiment plus compliqué déjà pour les enfants. C'est vraiment pas évident en fait parce que les Malaisiens, mine de rien, ils restent beaucoup entre eux. Voilà, c'est très dur en fait d'intégrer
un cercle d'amis malaisiens. C'est très compliqué. Donc nous, justement, le cercle d'amis que l'on avait, c'était en fait des expatriés, tout simplement. Donc des Égyptiens, des Pakistanais, etc. Et ça s'est clairement manifesté lorsque, à la mosquée, par exemple, il y avait une distance d'1 mètre qui était apposée entre chaque personne qui priait. Ouais, après le Covid, c'était un peu partout comme ça, en tout cas au Oman, c'était un peu comme ça aussi. Ouais, en Malaisie, c'était comme ça. Et forcément, il y a moins de place pour les gens. Et du coup, c'était en gros, les étrangers, vous ne priez pas dans la mosquée parce que sinon, il n'y a plus de place. Ouais. Donc ce genre de problème, ça a fait apparaître justement des gros soucis, en fait, des grosses questions pour vivre en fait sur le long terme en Malaisie. Et c'est pour ça que après la fin de mon visa, au final, je me suis dit non, on peut pas rester là longtemps. Et donc là, c'est vrai que le Covid, bon, c'est pas pour donner des excuses à nos frères malaisiens, mais c'était une période de trouble. Moi, pendant le Covid, ici, il y avait des trucs que je voulais filmer parce que je me disais que en fait, ça a tellement pas de sens que les mettre en vidéo et s'en rappeler dans 10 ans, ça va faire rigoler tout le monde, ou ça va surtout montrer que l'être humain, il est instable et que vraiment, un vent de panique qui peut faire que les gens, il y avait des trucs je pense que c'est à l'échelle mondiale, hein, je pense qu'il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment, on doit en rigoler, mais c'est triste parce qu'il y a des gens qui sont morts pendant cette période-là, et surtout des gens qui sont interdits ou qui ont même pris des mauvaises habitudes. Moi, j'avais même peur qu'à un moment donné, les gens ne se serrent plus la main. Tellement c'était. Je me dis, mais à la fin de ça, les gens peut-être vont plus se serrer la main dans le monde. Ouais. Et il y a aussi des comportements qui peuvent même devenir dangereux dans le sens où, donc tu vois, par exemple, quand on te dit le masque, il est recommandé, il n'est pas obligatoire, il est recommandé. Toi, tu décides de ne pas le mettre. Et sauf que tu as les Malaisiens qui sont assez suiveurs. Et donc, parfois, je sais que, notamment la personne, le contact que l'on a en commun, il a eu une altercation avec un Malaisien et ça a failli en venir aux mains juste pour une histoire de masque. Et là, tu peux te dire donc jusqu'où ça peut aller exactement ce genre de choses. Tu vois. Ça a fait de mal. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, en fait, quand tu suis des codes comme l'islam et plein de choses, il y a plein de choses en fait que tu n'auras pas besoin en fait. Même s'il y a une épidémie, une chose comme ça, en regardant ce qui nous est conseillé d'appliquer dans l'islam, des fois tu peux trouver beaucoup de solutions qui sont meilleures que ça. Bon, on va pas rester sur le Covid. En tout cas, toi, tu as fait ton temps en Malaisie et on espère que ceux qui y sont, ils s'y plaisent tout simplement. Ouais, et que voilà, parce que voilà, comme on dit, une expérience, c'est pas une expérience d'une personne, c'est pas ça qui doit changer le regard de tout un peuple ou de tout un chacun sur un pays. Donc après la Malaisie, tu rebondis dans quel pays? Je reviens en Algérie. Aïe, ils sont contents là. Ceux qui écoutent, il y en a qui vont être contents. Donc comeback et j'ai des aides. Comeback, exactement. Et là, j'arrive à obtenir la résidence. Après quand même 1 an et demi de récépissé. Et donc j'obtiens une résidence d'1 an, sauf que je l'ai avec 2 mois de retard, en fait. C'est-à-dire la carte, elle est émise. Voilà, c'est ça. La carte, elle est émise en fin août et je la reçois en octobre. D'accord. Donc je l'ai pour 10 mois. Et là, en fait, si tu veux, en Algérie, il y a des moments où tu as des choses où ça bloque, tu sais pas pourquoi, mais ça bloque. Tu as des papiers, en fait, un simple papier, ça peut prendre 6 mois juste parce que ça bloque. Une personne, peut-être elle ne fait pas son travail ou autre. Et du coup, tu as des situations qui peuvent être comme ça, sclérosées comme ça, sans raison. Et donc, quand je vais pour renouveler mon titre de résidence, là, tu as le policier qui ne va pas me donner de récépissé. Enfin, en fait, il me dit peut-être que je peux te donner un récépissé, peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Et donc moi je lui explique que j'ai besoin d'un récépissé pour sortir, parce que je devais sortir j'avais une réunion business en Europe, et il ne veut rien entendre. Donc je me retrouve dans une situation où soit je ne participe pas à ma réunion business et j'ai la prolongation de ma carte de séjour, ou alors je
je ne dépose pas ma carte parce qu'en fait, pour avoir un renouvellement, il faut déposer sa carte. Sa carte de... Sa carte de résident. Ok. Ou alors je prends ma carte avec moi, j'oublie le renouvellement et je vais à mon rendez-vous. Et tu repars dans une autre procédure qui peut être aussi longue que la première. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait ce choix-là parce que le travail était plus important que d'avoir un potentiel récépissé dans peut-être 3 semaines ou alors pas, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait le dossier en même temps que moi et qui n'ont pas eu de récépissé. Et qui sont restés 1 ou 2 mois sans papier. C'est ça qui est un peu triste de ce que je remarque moi dans beaucoup de pays, Afrique centrale, Nord, tous ces pays qui ont été un peu touchés par la colonie française, il y a des restes, des résidus en fait administratifs de Gaulle ou je ne sais pas. Et on l'a vu quand on est parti, parce que je suis parti avec toi, j'ai eu un épisode, on est parti malheureusement à l'ambassade d'Algérie ici. Et franchement, j'étais choqué. Kala les guides, tous, c'est pas pour critiquer, mais bon, ça sent qu'en fait, on dirait que dans certains trucs, les gens veulent être plus français que les Français. C'est ça qui est vraiment dommage. Exactement. Et ça, tu le sens dans tous les pays noirs, Afrique, même certains pays, le Maghreb aussi, tu sens ça. Tous ces pays qui ont été touchés par la colonie, des fois, tu vas voir administrativement, c'est des trucs, laisse tomber. Et donc à la fin, donc, toi, tu décides de partir à ta réunion et donc pas de récépissé, tu pars. Donc pas de récépissé. Et donc je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire avec des visas en fait. Sauf que j'apprends qu'on ne peut pas rester avec plus de 6 mois en Algérie avec des visas. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu peux renouveler ton visa une fois et après tu ne peux plus rester en Algérie jusqu'à l'année d'après. Ah ok. C'est là où je me dis, il faut que je trouve une solution. Ah, là on voit le signe du O et du M qui arrive sur le torse d'un super-héros. Donc j'ai commencé à réfléchir. Il y avait 2 pays, 2 endroits auxquels je pensais. Le premier c'était la Turquie et le deuxième c'était les Émirats. Donc à la base j'avais pas Oman en tête. Donc la Turquie, pourquoi? Parce que principalement pour sa position, c'est pas très loin donc de la France. Les 2 gros inconvénients, ce sont la langue et la situation économique. Donc là, il y a une grosse inflation actuellement en Turquie. D'ailleurs, il y a eu un indicateur qui a été très clair, c'est que quand je suis venu à Oman la première fois, je suis passé par la Turquie. Et là, pour un Americano, c'était 13 €. C'est quoi un Americano? C'est un café long, en fait. 13 € à l'aéroport, ouais. C'était incroyable. Même la personne à qui j'ai demandé, elle m'a dit, en gros, je peux rien faire, l'inflation est trop forte en Turquie. C'est pas un ouais. Ça se ressent même dans le café. Ouais, ouais, forcément, après, l'inflation, ça touche toute chose, en fait, tous les prix. Ok. Donc, tu as éliminé la Turquie très rapidement, et les Émirats? Les Émirats, en fait, j'étais intéressé, notamment pour le business. Mais j'avais aucun point de contact là-bas. Donc, je ne savais pas comment démarrer. Et là, donc, il y a notre ami en commun qui m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui est à Oman, qui est installé depuis un moment là-bas. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec lui. Et c'est là où j'étais... je me rappelle très bien, il m'a parlé, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de demandes. Et bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui est droit, donc je savais que venant de lui, c'était quelqu'un de sûr. Et ouais, donc après, tu m'appelles, on parle très rapidement au téléphone, très rapidement. Tu me demandes des détails d'un peu comme tous les clients, Et subhanallah, quelques semaines avant, je venais de proposer le pack expat, qui regroupait en fait tous les services en un seul paiement. C'était quand même quelque chose de conséquent. Donc je le lance et ça mord. Mais toi, je crois que tu es un des premiers ou des deuxièmes qui l'a pris carrément. Et donc pour que ceux qui suivent connaissent un peu, c'est un pack qui regroupe tout en fait. La création de société, la recherche de la maison, la recherche du véhicule. Et là par contre, c'est toi le premier qui a tout fait. Il y en a qui ont pris, mais c'est toi qui a tout fait jusqu'à la fin, jusqu'au regroupement familial. Donc on se parle au téléphone, de ce que je me rappelle, là je te prends un petit peu, et après donc on a commencé, tu m'as envoyé l'argent, et donc c'est toujours un plaisir pour moi en tout cas, que les gens me fassent confiance et qu'ils m'envoient des sommes quand même qui sont quand même... moi je vois ça comme le hedge, comme je dis, c'est prendre l'argent de quelqu'un qui a des projets comme ça, c'est la même
pour ceux qui volent les trucs comme ça, pour moi, c'est les mêmes vermines que ceux qui volent les gens pour le Hajj. C'est quelque chose d'infâme et en plus, je ne sais pas en fait comment la personne elle peut dormir sur ses deux oreilles en prenant l'argent des projets des gens, le Hajj ou autre. Et donc, en tout cas, ça se fait très rapidement pour pas rester sur ça parce qu'après, bon, on va rebondir sur d'autres choses, mais ouais, on s'est appelé, tu m'as envoyé l'argent et bon, après. Et il y a même une chose qui s'est débloquée avec toi, de ce que je me rappelle, c'est que toi, ton passeport, il était dans les mains des Algériens, je crois. C'est ça, pour voilà, faire un visa. Et en fait, tu ne pouvais pas le récupérer parce que justement, ces procédures que je ne vais pas rentrer dedans, mais. Et en fait, nous, on avait besoin à l'époque, parce qu'il y a eu plusieurs phases pour les créations d'entreprises, il y avait une phase où c'était un selfie avec le passeport, et donc tu devais prendre un selfie donc avec ton passeport dans les mains. Et toi, tu m'as dit, moi, j'ai que la photo. Et donc, quand je suis parti voir, alhamdoulilah, Oman, toujours des solutions, on m'a dit envoie, et il y a une des je ne vais pas dire pirates, mais quelqu'un que c'est vraiment, j'aimais bien travailler avec eux, et elle me dit, bah, demande-lui qu'il fasse une photo avec sa carte d'identité. Et avec toi, en fait, on a vu qu'avec ça, ça allait plus vite. Donc avec toi, ça a débloqué quelque chose, et après, j'ai demandé au client, maintenant, faites une photo avec votre carte d'identité, ça allait plus vite. Toi, c'était fulgurant. Donc tu l'as eu en combien de temps après la création de société, juste les papiers C'était en 2 semaines. Ouais, 2 semaines à l'époque, ça allait super vite. Juste pour revenir très rapidement sur le pack expat, pourquoi moi j'ai choisi ça et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est parce que, étant donné que j'ai fait plusieurs pays, je connais la douleur justement de s'installer, de chercher pour une voiture, pour un logement, etc. Et le fait que toi tu proposais ça comme service, j'ai trouvé que c'était vraiment un service super en fait, parce que tu es sur place depuis longtemps, tu connais, et ça pouvait me faire gagner énormément de temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce pack-là. On va y revenir, Inch'Allah, en tout cas. Et donc là, maintenant je vais plus partir dans parce qu'on a parlé un peu de ton histoire. C'était, machallah, bon, je suis sûr qu'il y a plus de choses. Je sais que tu m'avais raconté d'autres choses un peu plus en moins intime, parce que bon, comme toi tu le sais, hein, quand moi le cœur il est, tu t'assois à la maison, on parle, on mange, on a fait nos trucs. Et là, c'est plus pour les gens qui nous écoutent et pas qui se demandent, parce que maintenant, quand la maison elle brûle, même si tu vois pas les flammes et que tu sens la chaleur et la fumée, tu sais qu'il faut que tu partes. Mais pourquoi partir de France? D'après toi, si tu devais conseiller les gens qui sont en France, musulmans, pas musulmans, et qui se tâtent un peu, ou certains qui disent non, on peut rester, comme il dit, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ton histoire qui nous montrent qu'il y avait quand même un moteur au niveau du travail et des choses qui ont fait que, au niveau du travail, tu devais bouger ou tu as choisi de bouger. Mais là, pour quelqu'un peut-être qui c'est pas pour le travail, ou c'est juste la situation ou les raisons pourquoi tu conseillerais aux gens de partir. Bon, ok, donc bon, déjà il y a 2 catégories de personnes, d'accord? Il y a les personnes qui ne peuvent pas partir. Laisse-moi faire l'intro. Le monde se divise en 2 catégories. donc ces personnes-là, bah, c'est tout, elles patientent. C'est-à-dire elles ne peuvent pas. Donc voilà. Donc maintenant on parle de cette deuxième catégorie de personnes qui a la possibilité de partir. C'est vrai en plus. Donc en fait, il y a une première raison qui est flagrante en fait, c'est déjà la liberté en tant que musulman. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai remarqué aussi avec beaucoup de Français qui vivent en France, c'est que c'est une sorte de prison de verre, en fait. C'est-à-dire, on pense que la France, c'est un superbe endroit et qu'ailleurs, justement, c'est pas terrible, ou alors c'est dangereux, ouais. ou alors je sais pas, c'est difficile de gagner de l'argent, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est en France que, justement, on a toutes ces limites-là. Donc, en venant en Oman, dans un pays musulman en général, mais là, vu qu'on parle d'Oman, quoi, ça permet en fait de clairement souffler sur le plan religieux. C'est-à-dire, on n'a plus de problème, on n'a plus de pression au niveau de l'État. C'est-à-dire, toute cette propagande constante qu'on voit dans les médias, on ne la subit plus. Pour ceux qui ont des filles, on a cette possibilité, on a cette liberté justement de laisser aux filles qui sont pubères la possibilité de porter le voile sans avoir de critiques non-stop, de recevoir une éducation islamique. Donc il y a tous ces avantages-là en fait.
Il y a aussi une deuxième catégorie, deuxième type d'avantage, c'est sur le plan financier. Parce qu'en s'expatriant à Oman, si on a des ressources qui viennent de l'extérieur, en fait, il n'y a pas d'impôt. Et si on a des ressources qui viennent d'Oman, à l'intérieur d'Oman, c'est 15%. 15%. Donc c'est beaucoup plus avantageux financièrement qu'en France. Exactement. Donc ces deux principales raisons-là sont des raisons vraiment super importantes qui peuvent motiver les personnes à quitter la France. Musulmanes ou même pas musulmanes. Oui, bien sûr. Après, pour les personnes non musulmanes, ça va demander de l'ouverture d'esprit, forcément. Mais c'est super avantageux, en effet, sur le plan financier, quoi. Ah, merci. La politique française, ça c'est quelque chose que moi, je sais que les gens parfois, je sais, hein, ouais, comment il est là, qu'est-ce qu'il gagne, comment il fait pour vivre. Moi, je m'en fiche de ces trucs-là. Sincèrement, je pense qu'il y a assez de podcasts dans YouTube pour que vous entendez les trucs des entrepreneurs de X, Y, Z et comment moi, je travaille pour avoir de l'argent, c'est vrai. J'aime le travail que je fais avec les gens, toujours pour mettre un coup de tiba dans le système, c'est ce que j'aime bien faire. Mais parler entrepreneuriat, naninana, ouais, pour moi, c'est pas le lieu. Là, vraiment, moi, j'aime bien que les gens, on se réveille, ou en tout cas, on se donne des conseils, aussi, on essaie de réfléchir sur la situation actuelle. Donc, la politique française, là, si tu suis un petit peu, ça pourrait être aussi une des choses qui pourrait peut-être faire partir ou bouger les gens. Mais qu'est-ce que tu vois, en fait, cette politique qui, pour moi en tout cas, qui a divisé beaucoup les gens. Parce que moi je suis quand même issu je suis pas musulman comme toi, et je me rappelle pas que j'avais la haine comme ça sur les musulmans quand j'étais jeune. Je me rappelle pas que je voyais les musulmans comme certains non-musulmans ils les voient. Et moi, même si tu n'étais pas dans un quartier musulman, tu voyais pas les musulmans comme ça. Même si tu pouvais les voir mauvais dans certains quartiers, dans certains trucs, mais pas une peur et en plus une haine de même celui qui a même peut-être pas eu il n'a pas eu d'interaction avec les musulmans. Ouais, après c'est un petit peu complexe, tu vois. Le problème de la France là, c'est qu'elle est en très mauvaise situation financière. D'accord? Elle est super endettée. Et quand on est dans cette situation-là, on veut éviter la révolte du peuple. Et l'une des façons de faire, c'est de trouver en fait quelqu'un à qui jeter la pierre, quoi. Et je pense que les musulmans là sont une bonne cible. Pourquoi? Parce que en France, il y a déjà eu la destruction du christianisme. Ça a déjà été fait. Et les musulmans, ce sont actuellement les seuls qui tiennent vraiment une foi qui leur permettent en fait de résister au système. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est quelque chose que justement le système ne veut absolument pas. Et du coup, c'est une des principales raisons, selon moi, qui fait que justement le système pousse à la haine de l'islam, des musulmans, et aussi pour diviser les gens. En effet. C'est un système qui essaie de combattre un autre système en essayant de le salir. Et c'est sûr que quand tu veux attaquer les bases de quelque chose que tu n'aimes pas, ben, tu fais tout en fait pour que les gens ne l'aiment pas directement. Et c'est sûr que l'être humain étant comme il est, être fâché contre quelqu'un, c'est plus facile que l'aimer ou essayer d'apprendre à l'aimer. Donc, après, tu vois, c'est vraiment compliqué la situation parce que il faut aussi voir le point de vue de la population française, tu vois, qui subit pas mal de choses, qui subit beaucoup d'immigration, tu vois, qui subit une destruction de leur identité, qui subit toute la pression financière. Et du coup, en fait, ils sont plus fragiles du coup sur ces sujets-là, et du coup, ils sont plus facilement du coup manipulables. Ouais, c'est sûr. Surtout ben, c'est vraiment comme ils disent, un couche-allée, hein. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses parce que avec les générations que tu trouves en France maintenant, même quand tu dis on subit une destruction de l'identité,
Ben, moi, je me rappelle que, comme je disais tout à l'heure, l'image du Français avec un pain en dessous de son bras et du vin, cette image-là, elle est partie au moins depuis le début des années 2000. Hein, depuis le début. Donc ça veut dire que l'image là maintenant qu'on devrait donner aux Français, bon, je ne vais pas prendre l'équipe de France, mais en vrai de vrai, l'équipe de France de football, si quelqu'un regarde le truc, ben, il n'y a vraiment plus de repères. Ouais, Donc nous, on est né en 80, on a l'image de ce Français qui avait un béret avec du pain sur et du vin. Et moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu dans la rue ce Français. Mais à Paris ou dans la banlieue parisienne, il n'existe quasiment plus. Ouais. Donc il y a une autre réalité, c'est que démographiquement peut-être la réalité, vu que maintenant il y a des Français de toutes les couleurs, souches, avec des noms français et tout. Et ceux-là ils se sentent français comme Louis XVI. Et le truc c'est que maintenant, qu'est-ce que... En fait, est-ce que en fait la dénaturalisation, c'est que le blanc il sent plus chez lui, ou celui qui est métissé et que ses parents ils ont au moins 4-5 générations français, ils sentent plus chez lui, on ne sait même plus en fait. Exactement. Et en fait bon bah c'est vrai que moi je comprends que ce que tu viens de dire je le comprends, mais en vrai de vrai je ne sais même pas qui de tous ces gens-là, celui qui est blanc mais qui a des ancêtres portugais et celui qui est noir mais que ses parents ils sont des Antilles ou du Mali, mais depuis au moins, je sais pas, c'est qui doit se plaindre en fait. Ouais, exactement. C'est pour ça que la situation, elle est vraiment complexe. Ouais, donc bon, en tout cas, voilà pour ça. On va enchaîner parce que ça fait toujours plaisir d'avoir le point de vue de ceux qui sont ici et avec un esprit ouvert. Donc, tu n'avais jamais voyagé avant Oman? À Oman? Ouais. Non. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime dire. Donc, toi, alors... Est-ce que tu penses que déjà, si toi tu étais à côté de quelqu'un qui n'a jamais voyagé dans un pays et qui dit je vais aller habiter là-bas avec ma famille, comment En fait, si tu veux, ça dépend aussi justement de l'expérience. Si tu m'avais dit ça 10 ans en arrière, je t'aurais dit ça va pas. Mais aussi le fait que quand tu t'engages pour venir dans un pays que tu connais pas, tu regardes des vidéos. Donc c'est sur des vidéos peut-être, non? Ou même pas, juste c'est ton ami, t'as dit le manager. Là, ouais, en fait, j'ai regardé quelques vidéos, mais pas tant que ça. J'avais regardé plus de vidéos, par exemple, pour partir en Malaisie. Ok. Non, là, j'étais vraiment dans une optique... bon, en fait, je voulais venir dans cet endroit-là du monde, parce que je pense que sur les prochaines années, le Moyen-Orient, le Golfe, c'est l'endroit où il faut aller. Moi aussi. Que ce soit en termes de sécurité comme en termes de business. C'est vraiment l'endroit top, quoi. Et du coup, en fait, j'étais plus regardant sur la zone en général que sur le pays précisément. Donc, en fait, j'avais en tête les Émirats, mais venir à Oman, c'était tout à fait acceptable pour moi. Donc, ouais, je ne me suis pas trop renseigné en effet. Non, tu fais partie de ces nombreux clients, mais j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Dans un pourcentage un peu comme ça, on va dire 85 à 90% des gens, ils ne sont jamais venus à Oman. Et ils veulent s'installer où ils sont venus très, une période de vacances et ils ont été séduits. C'est vraiment, même moi ça m'étonne en fait. Et bon, ça m'étonne plus vraiment parce que maintenant les gens ils me payent et ils ne sont jamais venus à Oman. Et c'est moi qui leur fais comme je t'ai fait pour toi, le Oman Business Tour quand ils viennent. Donc, là, on a fait presque tout, on a bien parlé, machallah. Donc, même, il y avait des questions que je voulais plus venir, c'était plus vers la fin, mais tes ressentis, donc avec le pack expat, là, donc, tu as pris ta maison. La maison que tu as pris, tu l'as pris à distance, donc c'était avec un travail commun, mais c'est toi qui l'as choisi, et après, c'est moi qui ai vérifié. Donc, tu prends toute ta famille. Tu arrives à Oman, on a pris ta voiture aussi, alhamdoulilah, je suis vraiment très content parce elle est bien en fait. Elle est très bien. Ah, donc tu vois ta maison sur le petit écran du téléphone, tu la prends, on a payé la maison à distance. C'est-à-dire que j'ai fait un contrat avec WhatsApp, le gars il parlait pas anglais, enfin il parlait anglais mais je fais Google Traduction, j'ai fait un contrat, on est parti le jour même, et t'as envoyé l'argent, tout s'est fait à distance. Quand tu arrives dans ta maison, est-ce que c'était comme ce que tu voyais dans le téléphone ou mieux ou comment? Et la famille aussi? Ouais, en fait, c'était vraiment top en fait. C'était vraiment ce qu'on voulait. C'est grand sans être trop grand. Donc ça, c'était important.
Et surtout, c'est super bien situé. En fait, c'était le point, si tu vois, je te l'ai mentionné plusieurs fois. Je voulais vraiment qu'il y ait… un peu tout autour. Ouais, voilà. Et là, il y a vraiment tout autour. C'est-à-dire, je suis vraiment près pas de la loin… mer, près des centres commerciaux, des choses. Voilà, pas loin de l'aéroport. Machallah. Donc, franchement, super satisfait sur… Et le prix correct pour ce que ouais, le prix, il est très bien. Machallah. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vraiment top. Machallah. Même pour la voiture, c'est pareil. La voiture, tu as conduit, on te la ramène à l'aéroport, première fois que tu conduis ce genre de modèle. Ouais, exactement. Machallah. Donc vraiment, à ce niveau-là, on a fini. Est-ce que tu as des anecdotes qui pourraient montrer aux gens ce que toi tu vois au Oman, ce que tu as ressenti d'Oman, ou ce que pour toi représente les Omanais? Une anecdote quelconque qui nous parlerait, qui pourrait faire comprendre aux gens. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment ce qui… quand je vous dis, je reviens sur l'immobilier, c'est commercial, lui. Mais quand je dis aux gens vraiment que même sans nous, trouver un Omanais qui est bien, c'est pas facile. Nous, on a du mal en France de trouver quelqu'un de confiance. Ici, c'est le contraire. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, parce que la mode, elle est à être bien et vraiment des gens à qui on peut faire confiance. Si tu avais une anecdote qui serait parlante pour les gens qui nous écoutent. Bah, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour avoir une anecdote, parce que ça fait pas longtemps que je suis là et j'étais occupé par justement finaliser tous les papiers, tout l'administratif, etc. Mais en fait, il y a des choses que tu ressens très rapidement dans le peuple omanais. Déjà, ils sont très calmes. Ils sont très calmes et quand tu arrives à l'aéroport, par exemple, il n'y a pas de bruit. Donc ça, c'est vraiment très bonne qualité. Même s'il y a un petit truc par exemple, si on avait été en famille dans un parc et donc là, tu as les enfants qui jouent dans le calme. Et là, tu as un enfant qui se fait mal et qui commence à pleurer. Et là, tu as le papa qui met la main sur sa bouche pour l'éviter qu'il fasse du bruit, en fait. Donc, on voit que c'est vraiment un peuple qui est très éduqué, très organisé. J'aime beaucoup le côté tradition. Ils sont très traditionnels. Donc, ouais, voilà, c'est mon premier ressenti sur la population d'Oman. Machallah. Donc c'est sur ça qu'on va commencer les questions à Oman Expat Service, l'intervieweur interviewé, c'est ça. Donc je laisse toujours un petit peu pas aux clients, hein, t'es mon frère, hein, à ceux que j'interviewe, un petit temps pour qu'ils posent des questions à Oman Expat Service sur ce que tu veux. Donc je t'écoute. Ok, donc moi j'ai 3-4 questions. Ouais, même 5-6. Déjà la première question c'est, toi qu'est-ce qui t'a fait choisir Oman en sachant que tu es venu il y a pas mal de temps et le contexte il était différent j'imagine. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à… Je suis un peu, moi je suis une victime de la bonté d'Allah. Je suis une victime de la miséricorde d'Allah sur moi, Allah Akbar. Parce qu'en fait, moi j'ai eu une galère dans un pays à côté et je suis arrivé ici comme les gens, quand le Titanic il a coulé avec des morceaux de bateau. Et on m'a donné le numéro de quelqu'un, un ami. Il m'a dit appelle-le, il va peut-être t'aider. Je l'ai appelé, je lui ai raconté toute ma vie. Et 3 ans après, il m'a expliqué qu'il n'a rien compris à ce que j'ai dit. Et il m'a aidé comme un frère et ils m'ont accueilli comme le prophète il a été accueilli à Médine. Ils m'ont accueilli comme ça. Et malgré ça, je voulais partir en Saoudia. Parce que je ne connaissais pas Oman, à part que je venais ici pour faire… J'étais aux Émirats, donc je faisais des changements de visa. Je ne connaissais pas Oman. Je trouvais que, bon, moi je suis un peu comme toi. Donc j'avais déjà fait plusieurs pays, donc je n'avais pas peur en fait de l'aventure. Mais je me suis dit, comme je suis à côté de Saoudia, je vais essayer de partir en Saoudia. Donc j'ai passé mes premières années à essayer de partir en Saoudia. Mais subhanallah, le travail que je faisais à l'époque de sport, il a fait que, en fait, j'ai trouvé que je gagnais mieux ma vie. J'ai eu des contrats, j'ai eu des choses en fait que je n'avais jamais eu dans aucun pays, mais à une échelle qui était immense. Malgré ça, je voulais quand même aller à Saoudia. Mais petit à petit, en reconnaissant la miséricorde d'Allah sur moi, j'ai vu qu'en fait ce pays-là c'était impensable. C'était vraiment ce que j'avais souhaité en tant que converti. Une tribu qui m'accueille, comme dans les hadiths. Ils m'aident et après, comme je le dis souvent, Oman m'a attrapé par le col. Voilà. Ah, machallah. Et du coup, c'est quoi les grands changements que tu as vus là, depuis que tu es arrivé? Là, c'est une question qui est super belle et franchement, j'ai vu le caractère des Omanais dans leur loi et dans leur ouverture. C'est-à-dire que je suis passé d'un pays où quand je voulais faire… il y a une hiérarchie dans tout le Golfe sur les passeports.
Un Européen, il peut, normalement, quand il est embauché, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de création de société, c'était trop cher, tu dois avoir un salaire minimum de 600 rials, qui fait à peu près quoi, peut-être 1300 euros ou 1400 euros à l'heure actuelle, pour pouvoir faire un regroupement familial. Ce qui faisait que la plupart des gens qui venaient ici, s'ils n'étaient pas européens, ils ne pouvaient pas ramener leur famille. Tous les Indiens que tu vois ici, tous les gens qui étaient dans les magasins, les petites mains que tu vois, ils ne pouvaient pas faire venir leur famille, ce qui donnait la même ambiance que tu vois au Saoudia ou aux Émirats, avec des gens qui restent des 3-4 ans sans leurs femmes, sans leurs enfants. Et en fait, Oman a descendu ça. C'est quelque chose d'inimaginable pour moi qui, avant d'être à Oman, j'étais déjà dans le Golfe. Ils ont descendu les salaires de ces gens-là, ce qui fait que d'un coup, tu as vu ces mêmes gens-là qui étaient sans leurs femmes, leurs enfants, aller dans les magasins, remplir les magasins avec des femmes et des enfants. Et des fois, mais je les voyais, je dis, mais parce que c'était vraiment choquant en fait. Ces gens que tu as l'habitude de voir tout seul, et là, tu vois dans sa dégaine, dans plein de choses, que c'est quelqu'un qui c'est une petite main en fait. Il travaille dans des trucs, et tu vois là que sa femme, ses enfants, ils sont là. Mais ça m'a fait plaisir. Et j'ai aimé ça. Ils ont aussi enlevé la NOC, chose qui empêchait en fait un salarié qui travaille pour un Omanais, même européen, de pouvoir automatiquement retrouver un travail et de demander le licenciement pour X ou X raison et de trouver un autre emploi sur Oman. Là, le patron à l'époque, il avait le droit de dire non, une opposition. Moi, je ne veux pas que tu retravailles à Oman, tu dois partir. Wow. C'était une lettre qu'ils avaient. Et ça, c'était quelque chose qui donnait un vrai levier à quelqu'un qui n'est pas bien. Et ils l'ont enlevé. Donc ça, c'est quelque chose. Et je viens aussi dans un pays où, pour ça, c'était depuis l'époque, ils ne prennent pas ton passeport. Il n'y a pas de sponsor, ils ne prennent pas ton passeport, c'est interdit. Ça, c'était déjà depuis le début. Mais les grands changements que j'ai vus, c'est ça. Et quand la création de société est arrivée, bon, à l'époque, elle était à 3000 rials. 3000 rials, donc c'était un truc... mais c'était quand même avant dans les 100 000 rials, un truc comme ça. C'était immense. Donc c'était inimaginable. Mais quand c'est devenu à 3000 rials, les gens ont commencé à dire... moi, je connais un des seuls Français qui l'a fait. Mais il disait, faites-le, faites-le. Bah ouais, 3000 rials, c'était... Et après, 2000 rials, quand c'est passé à 2000 rials, ben, notre frère Ali, Vivre Oman, grosse dédicace, c'est un des premiers qui l'a fait. Donc en voyant ça, quand tu es ici, tu vois que le pays, ils n'ont pas la volonté en fait de presser l'étranger. Il y a une vraie ouverture. Et c'est ça qui m'a fait vraiment, ça me fait plaisir d'être à Oman pour ça. Et toujours, bah ça n'a jamais changé, la Palestine et le soutien avec la Palestine. Ah ça. Et là dernièrement, ben, je le dis direct, hein, moi c'est quelque chose que j'aime. Stand de tir, ouverture d'armes. Ah ouais, non, moi je le dis. Ah, je le dis, vous fâchez pas. Moi je le dis directement, c'est quelque chose que j'aime et c'est un grand signe. Et ils envoient même leurs enfants. Même les enfants vont apprendre. Mais on est dans un monde où le monde s'arme, les gens prônent la violence pour prendre des territoires, prendre la violence pour s'acquérir les biens des gens, prendre la violence pour dissuader les gens. Et les gens de bien, ils doivent se préparer à se défendre au moins un minimum. Donc voilà. C'est clair, super intéressant. Et du coup, l'autre question qui découle de cela, c'est comment tu vois les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là ou alors ça risque de se durcir au contraire? Moi, je pense que tous les biens, ils ont une fin. Ça veut dire que tous les bienfaits, ils ont une fin. Que les gens, ils se dépêchent. Et surtout que le monde, parce que Oman est dans le monde, il va mal. Et c'est pas possible, en fait, que si le monde va mal, que les pays vont pas aller mal aussi. Ça se verra peut-être de différentes manières, mais comme tout le monde, on parle déjà, ouais, tu te rappelles quand on était au collège, tu te rappelles avant, tu te rappelles. Des fois, c'est en année, mais des fois, il y a 2 mois, ou 8 mois, ou 1 an qu'on voit la différence. Donc, je pense pas que, sans vouloir être alarmiste ou pessimiste, que le monde il va aller mieux et que Oman va faire exception à ça. Non. Je pense que ceux qui sont là, ils doivent se préparer à prendre le bien qu'il y a, à s'armer pas au niveau armes, mais avec tout le bien, et même au niveau armes aussi, mais bon, s'armer de toutes les bonnes choses que tu peux avoir à l'heure actuelle maintenant. Dire demain ou après, non, tu peux le faire maintenant, fais-le maintenant. Parce qu'il se peut que tu ne pourras pas le faire demain. Demain, il se peut qu'il va se passer quelque chose. Et tout le monde attend cette chose-là. Les gens se ferment, se voilent les yeux, mais tout le monde sait que le bouton, il est blanc. Et qu'il suffit que 2 doigts ils viennent, ou même la moitié d'un doigt, pour que ça se perce et que les gens soient éclaboussés, malheureusement, qu'elle nous en préserve. Et la dernière question, c'est... donc, on a dit que la société romanaise, elle était très traditionnelle. Ça serait quoi tes conseils pour justement s'intégrer dans cette société-là? Et justement, et autre sous-question, c'est jusqu'à quel niveau on peut s'intégrer dans cette société? Est-ce que par exemple le mariage avec un Omanais ou une Omanaise, il est
c'est quelque chose qui est possible ou alors c'est vraiment quelque chose de très très compliqué? C'est une très bonne question. En plus, j'avais mis dans mes questions, je vais te taquiner sur la polygamie. Je vais t'embêter sur ça juste pour te faire un peu plonger ou te faire sourire. Donc déjà, ce que je conseille à tous les gens, habillez-vous comme des Omanais. Ça, c'est le truc que je dis toujours, habillez-vous comme des Omanais. N'écoutez pas, les gens vont dire les règles, les lois, tout ça. On respecte, mais on les aime. Et l'amour, c'est plus fort que le respect des fois. Et c'est aussi une forme de respect. Donc, moi, j'ai vu que en m'habillant comme un Omanais, déjà, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, qui ouvre des portes, qui ouvre les cœurs. Parce que c'est pas comme nous. Quand tu t'habilles comme un banlieusard, nous, on n'a pas ces codes-là en France. Et on va juste voir quelqu'un, il s'habille comme ça, on va dire, on n'a même pas ces codes-là. Mais ici, le fait que tu t'habilles comme ces gens-là, déjà, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Sachant qu'à la base, dans les règles, c'est pas permis. C'est pour ça que les gens, des fois, tu vas entendre des gens qui vont parler de Oman sans connaître, ils vont dire, ouais, cette règle-là, il faut connaître Oman pour parler des règles d'Oman et connaître les Omanais. Et donc, en fait, cette chose-là, elle amène l'amour. Et dans le Golfe, c'est comme ça. Chacun a ses codes vestimentaires. Un Saoudien, nous, on le reconnaît comme il est habillé. Un Yéménite aussi, c'est comme ça dans le Golfe. Un Émirati aussi. Et l'Omanais, il se reconnaît avec ce disdaché, comme on dit. Et donc, s'habiller comme ça, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, c'est une forme de montrer que tu veux copier. Tu veux copier, tu veux leur ressembler. Ensuite, apprendre les traditions, apprendre les petits, parce qu'il y a des petits noms, des petites appellations par rapport aux tribus. J'ai jamais pu vraiment les apprendre, mais je sais qu'à chaque fois que je viens devant quelqu'un et que je dis « Ah, toi, ta tribu, c'est ça », et que j'essaie de savoir, ça les touche. C'est encore un peuple qui est touché et qui voit comme quelque chose de grand, qu'on s'intéresse à leur culture. C'est quelque chose vraiment qui les touche à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une clé pour... Donc ça, c'est le moyen de s'intégrer. Parmi les réformes qu'ils ont fait, c'est que tu peux maintenant te marier avec une Omanaise. Et ça, c'est vraiment... Et tu le sens. Il n'y a pas très longtemps, une femme, elle m'a fait comprendre qu'elle cherchait à se marier. Et justement, toi, tu vas être un bon client. Et elle a dit ça. Et donc, en fait, pour les hommes comme pour les femmes, maintenant, ceux qui ne travaillent pas dans la police ou dans l'armée, ils ont le droit de se marier avec une étrangère. Homme-femme. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le Golfe, qui est ni en Saoudi, ni aux Émirats, c'est pas quelque chose qui est ouvert comme ça. À Oman, ils l'ont ouvert. Et bien sûr, le prophète nous a montré ça. Le mariage avec une autre culture, ça t'ouvre des portes. Déjà dans la tribu, ça t'ouvre des portes. Et ça ouvre aussi ça rajoute pas de la largeur, ou de la largeur, si je peux dire ça comme ça, ça rajoute pas des choses à l'islam, mais en fait, c'est une des choses que nous, les musulmans, parmi toutes les communautés, c'est quelque chose en fait qui nous ouvre en fait des frontières. Elles sont immenses, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'à la fin, ce mélange, ça apporte une force, même si certaines personnes vont dire le contraire, mais le prophète sallallahu il est issu d'un mélange. D'Ibrahim, il y a des mélanges, alayhi salam. Donc, à Oman, le mariage, c'est une chose, mais il faut savoir. Maintenant, je pense que même eux aussi, il y a des choses qui vont qui vont peut-être plus s'ouvrir, mais il faut savoir que la culture omanaise, elle est vraiment ancrée. Il y a des choses que tu peux manger une clémentine, tu l'ouvres comme ça. Non, tu ne manges pas une clémentine comme ça ici à Oman. Tu ne manges pas une banane, tu l'ouvres devant les gens. Non, tu es chez les Omanais, ils vont prendre un couteau. Ils vont ouvrir la banane comme ça, la clémentine aussi. Donc il y a des choses qu'il faut quand même apprendre, mais je pense que le mariage, ouais, non seulement maintenant c'est possible, ça peut être facile si tu trouves une famille qui t'aime, s'ils trouvent une famille qui voit que tu suis leur code. Et oui, toutes ces choses-là, elles sont faciles et elles amènent à l'ouverture. Et je conseille aux gens qui aiment Oman ou qui vont venir dans ce pays, d'essayer pas de se fondre dans la masse, mais de rentrer cette culture-là dans le cœur et dans tous les aspects de leur vie. Ouais, je suis d'accord. Ça y est. En tout cas, machallah, j'étais vraiment content d'avoir comme invité mon frère Abou Zaïd. C'était Parler, moi, d'Oman, la 2e édition. On est vraiment content. Ça a pris du temps, mais en tout cas, on l'a fait. Oman Export Service, donc les premières, on va dire agences, c'est ça, première agence. Bon, les premiers francophones qui vous proposent des aides pour vous installer sur Oman, des aides pour vous accompagner dans vos achats immobiliers et pour vous informer de ce qui se passe sur Oman dans un temps réel et dans la réalité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يواب سميت بالله